salut à tous et bienvenue dans Bits numéro 174. Comme c'est marqué là, c'est incroyable, on s'est compté, ou presque, je ne sais pas. En tout cas 174. Voilà, un Bits avec pas mal de choses. Je crois qu'il y a quasiment toutes les rubriques dans le Bits. Ah, on a coché toutes les cases. Je crois qu'on a coché pas toutes du bingo, les cases. mais des jingles ce soir, puisque c'est vous ça. allez avoir droit à plein de jingles de folie. On a droit à tous les jingles, donc ça c'est cool. Salut Toufik, salut Ghostragon, salut Mister Poppy, SP, salut, voilà, j'ai pas vu qu'il y avait d'autres encore au-dessus, mais non, je crois que c'est tout. Manifestez-vous, Manifestez-vous, voilà. C'est ça. Bip to bip. Voilà, il est là, tout le monde est là. Bon, c'est parfait. Les bests sont là. Et justement, on va cocher toutes les cases, puisqu'on va parler même de Tesla ce soir, enfin je veux dire, Exactement. on coche tout. Mais pas de voiture. Un peu quand même. Un peu. On va quand même parler un peu de voiture. Bon, bref. Écoutez, moi je propose qu'on s'attarde pas plus que ça. Hein, parce que l'émission sinon va être très très longue. Oui, il y a des gros sujets. Exactement. Et qu'on attaque tout de suite avec Radar. Donc Radar, c'est notre rubrique. La rubrique cube. C'est ça, notre rubrique news. C'est les news qui sont passées dans notre radar. C'est ça, exactement, sous notre radar. Et donc on va parler de Fitbit. Alors il faut savoir que Fitbit a été racheté par Google il y a déjà un petit moment. Ouh là oui. Et ça a été d'ailleurs très compliqué parce que ils ont dû signer des trucs sur la non-utilisation des données, etc. Et là en fait on arrive, on pensait que Fitbit du coup allait se concentrer uniquement sur le marché de la smartwatch, ce qui aurait pu être un move logique quand t'es racheté par Google, et surtout quand à la Google I.O. tu annonces que tu vas faire une montre avec Samsung et Fitbit, quand tu t'appelles Google, du coup tu peux te dire, bon, ils vont plus rien sortir vraiment de bracelets, de trackers d'activité comme on avait l'habitude de connaître. Eh bien, c'était se tromper. Figurez-vous que non. Voilà, puisqu'en fait on a droit à un Fitbit Charge 5 qui est, alors il est plus fin que l'autre, toujours plus de plus, mais ce qui est intéressant en fait surtout, c'est qu'ils ont rajouté la gestion du stress. Voilà, grâce à différents capteurs, hein, donc ils sont capables d'évaluer votre niveau de stress. Vous avez toujours le rythme cardiaque, etc. La concentration aussi en oxygène, tout ça. Mais ça, c'était des choses qui étaient réservées aux smartwatches. La saturation en O2. La saturation, ouais, c'est ça. La SAT. Et ça, c'est pratique pour le Covid, tu vois, pour le coup. Pour plein d'autres choses. Pour plein d'autres choses, mais respiratoire, tout à fait. Voilà. Ça très bien. C'est très pratique pour le Covid aussi. Hein. Il y a le support du paiement NFC et du GPS intégré. C'était pas toujours le cas. Que demande le peuple? Ben ouais. Et accessoirement, elle est jolie. Enfin, moi, je la trouve plutôt jolie. Bon, ça, c'est la version bleue. Elle existe en noir, elle existe en plein de couleurs. Mais du coup, c'est format bracelet, c'est allongé. Ouais, et écran couleur. Écran couleur OLED. Enfin, AMOLED d'ailleurs même. Et ouais, forme allongée, tout ça. Bon, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. 7 jours d'autonomie quand même, avec une seule charge. Ah! Ça fait rêver ou pas? Sur un écran AMOLED. Ouais, du coup, il n'est pas always on. Alors, c'est pas écrit sur la fiche. Donc, du coup, je ne sais pas. Et les premiers tests sont pas là, puisque c'est en précommande, pour le moment, à 179 €, je crois, ou 189, 179. Sur leur site. C'est pas ça donné, va. mais c'est Fitbit. Vous avez la garantie d'un suivi qui est quand même plutôt précis. Il fait suivi du sommeil et tout ça, hein, comme d'hab. Bah, si ça dure 7 jours, bah, c'est pas mal, du coup, tu peux le garder la nuit. Exactement. Et vous avez toutes les fonctionnalités Fitbit. C'est-à-dire le coach, etc., que vous retrouvez dans l'appli Fitbit. Et en termes de logiciels de fitness, de remise en forme et tout ça, ils sont plutôt bons. Donc c'est étonnant de les voir ressortir en fait un bracelet quand on s'attendait vraiment que à la smartwatch. Mais voilà, donc moi je l'ai vu passer et je me suis dit, ah, c'est pas mal. Et il faut savoir que toute la partie méditation qu'ils ont intégrée, gestion du stress, c'est avec l'application Calm. D'accord. CALM, c'est l'une des plus connues sur la méditation et la prise de conscience de soi, etc. Il y a Petit Bambou, c'est pas ça? Oui, Petit Bambou, c'est français, mais Calm, c'est la version international. International. C'est ça. Et donc, c'est en partenariat avec eux, donc voilà. C'était ce que j'avais noté. Bon, dans la série, si par contre vous voulez vous énerver, si vous êtes stressé au travail, Facebook a peut-être aussi une solution pour vous, grâce au métaverse. Ils sont en avance sur le MCU, là. Alors là, ouais, là, ils sont partis, là, c'est plus le multivers, c'est le métaverse, tout ça. Alors, c'est le buzzword du moment. Hein, même chez Microsoft, on l'emploie. Métaverse, ouais? Oui. Ok. Dans quel niveau? Alors, c'était je crois que c'est un responsable de la division business chez eux. Ah oui, d'accord. Qui a dit, oui, nous aussi, on mise aussi sur le métaverse, machin, c'est et du tout bullshit ça. artiste, quoi. C'est un peu ça. Okay. C'est le buzzword du moment.
Tu vois, tu tapes dans Google Microsoft Metaverse, tu vas voir les citations, l'interview totale du mec et tout, qui dit finalement, si, peut-être que c'est la bonne solution, c'est le machin. Bon. Bref, en fait, l'idée du Metaverse, dans la tête de Mark Zuckerberg, le Metaverse, c'est c'est en gros le lieu où vous allez vous connecter et c'est Second Life. vivre dans un univers augmenté. Ouais, très bien. Pour faire simple. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Augmenter de publicité Facebook. Comment on fait ça, surtout? Avec un Oculus Quest 2. Parce que c'est la maison. Ça tombe bien, on a ça sur étagère à la maison. Et donc, ils ont lancé quand même Horizon Workrooms. Ok? Quoi? Qu'est-ce que c'est le Horizon Workrooms? Donc, en gros, c'est des salles de travail dans lesquelles vous allez pouvoir faire des réunions avec vos collègues grâce à votre casque de réalité virtuelle. Voilà, c'est ça le métaverse, c'est génial, j'avoue. Tout de suite, j'ai vraiment envie de l'utiliser. Bon, en fait, en gros, l'idée du métaverse, c'est que l'univers réel et l'univers virtuel se rencontrent dans cet endroit-là. Voilà. C'est quoi la version de Calm sur Fitbit, pardon, dit Guillaume FR? Alors, c'est pas sur Fitbit, mais c'est Petit Bambou. Oui, l'appli française qui fait la partie méditation. Ils sont à Bordeaux, d'ailleurs, Petit Bambou, je crois. Ah, tu vois? Et il me semble, en fait, pour tout te dire, j'avais répondu à une offre UX à l'époque. Et il me semble que l'éditeur est à Bordeaux. Ok. Voilà, sur les quais, tu sais, par là, je crois. Il me semble que c'est ça. Bon, ou alors c'est une app concurrente, peut-être à Petit Bambou. Tu vois, c'est peut-être possible. Je vais regarder ça. Bref, en tout cas, les workrooms, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pièces dans lesquelles vous allez pouvoir collaborer. Ils ont lancé pas mal de choses, d'ailleurs. Honnêtement, presque ça me ferait rêver. Ils se sont associés avec un constructeur que tu connais peut-être, qui s'appelle Logitech. Et qui fait des claviers. Ouais, voilà. Et qui fait des claviers avec trackpad intégré. Alors ça, c'est la vie réelle. T'es posé sur ton bureau et qu'est-ce que tu as devant toi? Un clavier avec trackpad, etc. Et dans le métaverse, quand tu as mis ton casque, qu'est-ce que tu vois? Ça. Ce qui fait qu'en fait, quand tu as la reconnaissance du device, qu'elle projette dedans. Il reconnaît tes doigts aussi, le Oculus Quest 2. Et là, c'est un truc de malade dans le sens où tu as un retour physique d'un truc qui est en VR en fait. C'est fait pour te brouiller, pour brouiller les pistes. Ouais, en fait. Tu vois, en plus, t'affiches un clavier QWERTY, donc si tu tapes, alors t'es niqué. Ouais, alors dans les faits, je pense que tu peux changer la langue, mais tu vois de base là, il est QWERTY. Du coup, tu changes de ton clavier physique. Si t'es pas coordonné entre ton clavier physique et ton clavier alors virtuel. là, ça devient compliqué. Mais ils font la démo en QWERTY parce que ce sont des Américains et les Américains ils sont toujours en avance. Bon, là, on voit Marco avec son avatar et son clavier. Alors, on voit, il a le clavier devant lui, d'ailleurs. Hein. On voit la position des mains qui reflète d'ailleurs sa position des mains. Il a fait une démo, entre guillemets, live. Du coup, là, il est en train de s'auto-regarder. Ben, en fait, là, il regarde à droite et la caméra qui est dans le métaverse est placée, elle, tu vois, elle est pas placée au même endroit. C'est juste ça. Mais tu peux imaginer qu'avec le plan, voilà. Bon, bref. C'est ça, le métaverse. L'idée, c'est que jusqu'à 16 personnes peuvent se connecter dans la workroom. OK? Et tu as droit, alors ils ont créé ce qu'ils appellent le tableau blanc infini. Infini, c'est toujours plus. Et au-delà. Infinite Wars tableau blanc, qui permet justement d'échanger, d'écrire sur le tableau, de récupérer toutes ces données-là. Enfin bon, un tableau blanc numérique, j'allais dire tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Donc d'après Facebook, on pourra y ajouter des images directement depuis son PC sur ce tableau blanc. C'est incroyable. Ok. Vu qu'il est dans une workroom complètement virtuelle, oui, forcément, tu peux y coller une image dans un tableau virtuel. Il est dans le casque. Comment depuis ton PC. Parce qu'en fait, ton casque communique avec ton PC qui, lui, est connecté au métaverse. Mais comment tu vas chercher tes images sur ton disque? Eh ben, avec ton ordinateur. Mais t'es dans le casque. Mais ça fait rien, t'as un écran qui reflète l'écran de ton ordinateur. Tu vois une partie de ton bureau ordinateur. Ah, mais plus que ça, c'est toi qui choisis où tu le mets. Donc, en fait, tu peux avoir juste une fenêtre qui est l'écran de ton ordi, en fait. Ok. Tu vois? Et avec ton trackpad et ta souris, tu peux cliquer dessus, te balader dans les dossiers, faire un copier, comme faisait Microsoft avec les casques de MR. Exactement. La projection de ton bureau. Ok, ça marche. Exactement. C'est exactement ça. D'ailleurs, si tu regardes sur cette capture-là, ce que tu vois, le menu au-dessus, c'est en fait un menu contextuel. D'ailleurs, tu le reconnais vite, hein. C'est le menu pour mute, quitter la salle, aller au tableau, etc. Tu vois? Ok. Donc ouais. La démo est pas bluffante, dans le sens où les avatars sont tout pétés. D'ailleurs, tu l'as vu, hein, Mark Zuckerberg, franchement, c'est complètement éclaté. Je préfère la démo qu'a fait, par exemple, HoloForge au Laval Virtual, où Antoine était à Bordeaux, capté par des Kinect,
qui envoyait son hologramme au Laval virtual et il faisait la conf avec des gens qui avaient un casque et qui du coup le voyaient. Oui, t'as une projection. Alors c'était un peu pas ouf dans le sens où tu sais c'est toujours le problème du Kinect, ce sont des points et fatalement tu as que un volume en face, mais derrière c'est creux en fait, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas une modélisation entière. Ouais, j'explique aux gens, tu vois. Non, mais très bien. Et la problématique, c'est qu'effectivement, l'avantage, c'est que tu as quelqu'un de vrai face à toi. C'est-à-dire que t'as vraiment la personne en face, c'est pas un avatar. T'as une projection façon Star Wars, en gros. Mais là, on s'en approche vraiment de la façon Star Wars. Un Facebook Animoji, quoi. C'est pas. Non. Mais tu vois, déjà, je trouve que les Mimoji, ils sont pas incroyables chez Apple. Mais alors là, franchement, c'est quand même pas ouf. Digne des Mi de Nintendo, quoi. Alors non, parce qu'ils ont même pas de jambes, ceux-là. Ça s'arrête au tronc. C'est-à-dire que c'est des troncs qui flottent au-dessus des tables et des chaises et tout ça, quoi. Bon, c'est pas ouf. C'est une façon de simplifier le... Oui, c'est une façon de simplifier le truc. L'objectif, quand même, c'est d'être capable, normalement, de travailler comme si on était vraiment dans la même salle. Alors, ils ont fait des efforts. Le son est spatialisé. C'est-à-dire que si tu tournes la tête et qu'un Mimoji dans la VR est à droite, tu perçois le son venir de la droite. Tu vois? Mais ça fait partie de l'expérience. C'est-à-dire que sans ça rendrait le truc vachement plus compliqué. C'est comme si tu faisais une visio, tu sais, et tout le monde a le même niveau sonore, tu vois. Second Life Tron, c'est exactement ça, d'air bavarois. C'est ça. Non, c'est pas Second Life, c'est First Life. C'est la moitié de Second, puisqu'en fait, il y a que des moitiés c'est la demi-vie. C'est la demi-vie. Mais voilà, et t'as aussi tu peux utiliser soit tes mains, soit les manettes Oculus pour naviguer, mais etc. pas tes pieds. Tu peux pas. Mais pas tes pieds. Et les manettes Oculus, si elles sont posées sur ton bureau, elles sont aussi dans ton bureau virtuel. C'est-à-dire que tu peux les ramasser sans avoir à enlever ton casque. Je sais pas si t'as utilisé le Quest 2. Non. Ben, la prochaine fois que tu viens au bureau, je te le fais essayer. Okay. Et tu te déplaces avec un casque qui obstrue entièrement ta vue, n'importe où. Parce que tu vois le monde réel en même temps. Oui, t'as le... Et alors, mais t'appelles ça le throw-in, ouais, c'est ça, je sais pas. Enfin, tu vois, oui, voilà. Tu vois à travers, quoi. Okay, tu vois à travers, et en fait, c'est bluffant parce que tout est augmenté. C'est-à-dire que quand tu t'approches d'un obstacle, tu sais, il t'affiche un truc et tout. T'as l'impression d'être dans le casque d'Iron Man, tu vois. Okay. Sauf qu'en fait, t'es complètement fermé et les gens te regardent, genre, mais il va se prendre un mur, lui. non, en fait, je vois parfaitement. Et honnêtement, le Oculus Quest 2 est un super casque VR qui, pour le coup, à l'heure actuelle, sur le marché, il pouvait pas le faire avec autre chose. Enfin, c'était le truc à faire, quoi. Et justement, c'est grâce à cette caméra qu'elle reconnaît visuellement le clavier. Du coup, si tu prends ton clavier physique et tu le déplaces, il se déplace dedans. Il est toujours synchro avec la VR et les touches sont pile en face. Donc, quand tu regardes ton clavier, si tu veux chercher une touche, un raccourci, un machin, ou chercher ton trackpad pour l'utiliser, ben c'est synchro total et il y a zéro latence. C'est assez bluffant et pour le coup, même si j'y crois pas du tout à la workroom, metaverse, machin, honnêtement, une réunion Teams, ça va vachement vite. Il n'y a pas besoin de se faire chier à mettre un casque, un machin, un truc. Voilà, j'y crois pas trop pour cet usage-là, en tout cas. Mais je peux comprendre que l'immersion soit là. C'est-à-dire qu'avec le son spatialisé, le fait que t'aies le clavier, tout ça, s'il avait fait autrement, ça aurait été dégueulasse. C'est-à-dire que tu vois pas ton clavier, t'es obligé de lever ton casque ou des trucs du genre, ça serait pas passé. Là, c'est déjà mieux, en fait, ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est pas parfait. Non, je suis d'accord. J'aimerais bien tester pour effectivement le niveau d'immersion, en fait, mais après tout le packaging Play School Metaverse, c'est là où c'est un peu plus limite. Je te rejoins là-dessus, effectivement. Clairement. Mais voilà, bon, du coup, c'était la petite news Facebook. Et maintenant, on va passer chez un autre ami, Intel. Intel qui se bouge le fion, dis donc. Mais grave. On l'attendait plus ici. Voilà. Est-ce que ils vont tirer dans le mille avec Intel Arc ou pas? Magnifique. On applaudit. École du cirque. Donc voilà, est-ce qu'avec Intel Arc, ils vont finir par mettre dans le mille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on les attendait pas spécialement là-dessus. Mais voilà, Intel sort sa carte graphique. Enfin, ses cartes graphiques. Ah non, c'est qu'ils vont sortir. Voilà. Alors, j'avoue, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs. Parce que pour le moment, on en est plutôt là. C'est-à-dire que vous n'allez pas encore mettre ça dans votre ordinateur tout de suite. Ouais, ils ont l'archi du GPU qui va sortir. Alors, exactement. Il y a des specs quand même très détaillés. Enfin, c'est quand même très intéressant. Ah oui. C'est pas juste du... Non, c'est pas juste, on va sortir une carte graphique. Ouais, non, ça va plus loin. Et même, en fait, et c'est là où ils ont tout à fait raison de le faire, c'est que ils vont s'attaquer un peu aux jeux vidéo, mais c'est surtout à la production vidéo, avec des choses assez incroyables. C'est-à-dire que vous connaissez le RTX de chez Nvidia. Et bien justement, en fait, leur objectif, c'est d'aller chercher ce truc-là. Ils ont en fait, dans leur spec, un truc qu'ils ont appelé le AI Assisted Virtual Camera. Et en fait, c'est, on remplace à la volée le fond.
C'est-à-dire que là, vous voyez le fond vert qu'on a chez nous, eh ben on pourrait le remplacer. Non, je plaisante, c'est pas un fond vert, mais on pourrait très bien là nous détourer sans problème et du coup afficher un autre fond ou rendre le fond flou, etc. Le truc que vous connaissez avec le RTX. Ouais, donc ils vont chez Nvidia, ils vont mimer, ils vont singer toutes les fonctions, pas le RTX au sens ray tracing. Non. Le RTX, les fonctions qu'Nvidia rajoute avec leur logiciel broadcast, voilà, je cherche le nom, merci. C'est ça. Et tout ce qui vient avec. Voilà, RTX broadcast. C'est exactement ces fonctionnalités-là. Et ils vont vachement loin, c'est-à-dire que cette puce-là va aussi pouvoir faire l'encodage matériel vidéo en fait, et le décodage évidemment, mais l'encodage matériel vidéo comme on a chez Nvidia sur les cartes graphiques. Le fameux NVENC. Le fameux NVENC, exactement, qui est important pour les streamers ou les joueurs, etc. Et ça, c'est vraiment cool qu'ils aient même prévu ça. Mais même avant ça. Ils ont toujours été bons sur l'encodage et le décodage vidéo. Hein. Oui, mais d'ailleurs, tu as QuickSync qui est dans le... Exactement. Voilà, QuickSync, en fait, qui est justement... des extensions. Lintelenc. Lintelenc, Non, exactement mais en fait ils avaient le QuickSync, ils l'ont toujours d'ailleurs en particulier sur les Core i5 et Core i7 surtout. Ouais. Non, c'est vachement bien. Qui permet justement de faire de l'encodage matériel, y compris dans OBS. Le problème, c'est que c'est pas aussi performant que ce que propose Nvidia avec le NVENC, que les choses soient claires. Ils étaient là avant, sauf qu'ils se sont endormis sur leur laurier encore une fois. Exactement, encore une fois. Le souci, c'est qu'ils se sont fait doubler par leur droite sans même l'avoir vu, quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils vont sortir. Donc, leur objectif, c'est de lutter aussi face à ARM, face à AMD, etc. Donc là, maintenant, ils vont taper sur AMD et Nvidia avec leur carte graphique. Donc, c'est du hardware de dernière génération, c'est ce qu'on nous dit. Donc, chaque GPU, alors Alchemist, ils ont un niveau de gravure d'avance en fait sur les autres. Exactement. Et ils font ça donc. Alors, c'est basé sur les Xe-Core. Donc voilà, c'est le composant de base de l'architecture pour le calcul 3D, pardon. Donc chaque Xe-Core est composé de 16 vector engine et de 16 matrix engine. Donc ils sont capables d'utiliser les instructions XMX, etc. pour l'IA et notamment le XESS. Voilà, et en fait, elles vont aussi avoir un hardware dédié au ray tracing. Ouais, alors, ouais. Ça, on les attend parce qu'en fait, dans les présentations qu'ils ont faites, ils ont beaucoup mis en avant les puissances de calcul, la mémoire, la gravure. Exactement. Et tout ça. Par contre, les technos de type ray tracing, c'était un peu limitant. Oui. Enfin, moi, j'y crois pas parce que là, pour le coup, Nvidia sont très en avance. Oui. Et même sur AMD. Le DLSS, tout ça machin. Alors le DLSS, par contre, ils ont prévu un truc. Ouais, ils ont prévu un truc. Ouais. Côté Intel. Voilà, c'est le fameux XESS. C'est ça. Ça sert à ça. Pour faire du super sampling machin. Non, mais le vrai intérêt, c'est qu'en fait ils sont associés à TSMC, donc en fait plutôt un concurrent, pour graver en 6 nanomètres versus 7 chez AMD et 8 chez Nvidia, qui utilisent une gravure Samsung. Donc c'est la première fois qu'on peut dire Intel grave plus fin que les autres. Ça faisait longtemps en fait. Donc voilà, et c'est hyper intéressant justement qu'on ait... Enfin, ils arrivent pas en se disant on va faire juste un truc comme ça. Ils arrivent en se disant on va être un concurrent sérieux. Et toutes les technos qu'ils mettent en avant, la finesse de gravure, etc. C'est pour dire regardez, quand on va sortir, on sera capable de faire au moins aussi bien que les autres. Et ça c'est pas mal. Ouais, alors il y a beaucoup de promesses. Non, il y a beaucoup de promesses. Après, au niveau des specs détaillés qu'ils ont avancés, en termes de nombre de corps, de puissance de calcul, de bande passante mémoire, etc. Ils sont très bien positionnés et ils sont pile entre. Alors ils se situent dans un équivalent d'une 3070 Ti en fait, côté Nvidia et sa concurrente côté AMD. Et en fait ils sont entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont être. Si on regarde que les specs en fait, si tu regardes pas les spécificités, l'implémentation, les drivers, enfin tout ce qui vient autour, t'es pile au niveau spec entre une RTX 3070 Ti et une c'est une 6060 XT je crois en fait. C'est ça, 6060 XT. Ouais. Et en fait il faut voir si justement de graver en 6 nanomètres, on va avoir une optimisation, pourquoi pas de la chaleur, de la consommation, etc. C'est surtout ça à l'intérieur. Ouais, potentiellement, ces cartes-là vont consommer moins, donc pourquoi pas les voir intégrer dans des machines qui soient plus petites. Alors, dans un ordinateur portable, bon, alors toujours limité. Ils en sortent qu'une version d'abord. C'est ça, ils en sortent une. Mais d'ailleurs, attends, il y a la roadmap, la fameuse. Ouais. El famoso. Après, il faut voir comment ils vont décliner ça dans des différentes gammes, en fait. Ouais. Donc voilà, donc on a la fameuse Alchemist, donc c'est la première qui devrait sortir normalement quand même au premier trimestre 2022. Ouais. C'est les générations en fait d'architecture. Donc après vous avez la XE2 HPG, Battle Mage.
Ensuite, il y aura Célestial et ensuite Druide. C'est que des types de magiciens en fait, tu vois, l'alchimiste, le mage de bataille, tu vois, le druide. Merci, j'avais pas. Ouais, bah ils ont choisi ce truc-là. Ça marche. Voilà. Pourquoi pas. C'est leur truc. Donc le XE3 HPG et ensuite il y aura le XE Next Architecture. Là on va super loin. C'est vrai qu'ils auraient pu appeler ça Guillaume Intel, Robin des Bois, enfin que des gens qui se battent à l'arc, tu vois. Hawkeye, j'avais moyen de faire un truc quoi. Mais bon. Bref, remarque Guillaume Tell, c'était à la fronde ou l'arbalète, mais c'était pas l'arc. Oui. Mais bon, Jeanne Arc, ça pouvait presque passer. Bon, en tout cas, voilà, c'est leur gamme. Honnêtement, ils l'ont dit, hein. En gros, on n'est pas là pour enfiler des perles et on n'est pas là pour faire figuration. Non, mais voilà. Tant mieux, mais c'est très bien. Parce qu'en fait, ils ont déjà fait de la carte graphique par le passé, dédiée, c'est-à-dire à part, mais elles étaient faites pour deux choses. Il y en avait pour l'intelligence artificielle, donc du coup, voilà, et surtout pour le montage vidéo. Ils avaient fait vraiment des cartes qui étaient dédiées au montage vidéo ultra pro, pas du tout fait pour jouer, enfin voilà, qui avaient des consommations, bref, et qui coûtaient extrêmement cher, mais ça faisait que de l'encodage. En gros, c'est comme si on mettait plein de processeurs i7 à l'intérieur d'une carte qu'on mettait sur une carte mère, enfin voilà. Donc c'était pas du tout optimisé pour le jeu, etc. Mais là, par contre, on est face à un vrai concurrent. Et là, ils ont un gros coup à jouer sur l'optimisation hardware entre leurs processeurs à eux, carte mère et carte graphique. En fait, ils ont un gros avantage de gestion de la mémoire globale, des instructions entre le CPU et le GPU. Ils sont capables d'aller beaucoup plus loin puisqu'ils font des CPU et des GPU. Ouais. AMD le fait aussi, hein. AMD a fait des choses justement de l'optimisation. Sur ça, mais bon. T'as pas tant de différence aujourd'hui. Non, parce que ça se joue à pas grand chose. Quand t'as un GPU AMD et un CPU AMD à côté, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses. En fait, les interfaces sont les mêmes en fait. Ils vont tous passer. Oui, bien sûr, ils vont tous passer. Mais après, 4, ça va pas changer grand chose. Ils ont peut-être quelque chose sous leur chapeau, tu vois. Ce qui peut être intéressant, en fait, ça va être l'optimisation qui va être plutôt côté logiciel. C'est le fait que tu vas pouvoir avoir, si t'as les deux composants Intel, le fait que le GPU et le CPU vont pouvoir travailler de consort et du coup se déléguer de la charge en fonction. Si en plus tu as des fonctions d'encodage aussi dans le CPU, tu vas peut-être avoir des trucs qui vont se faire en parallèle. Oui. Ça peut être intéressant. Toufik pose une bonne question. Il dit à quand des CPU Nvidia? Parce que si les fondeurs de CPU font des... Mais ils le font déjà. Des GPU. Nvidia ils le font déjà, mais avec ARM. Exactement. Ils attaquent le marché des serveurs. Après, CPU Nvidia, tu les as quand même sur des appareils, tu l'as eu sur des tablettes et tu l'as sur les Shield. Et sur les Switch, donc tu l'as quand même, mais tu l'as pas sur du PC, enfin du personal computing. Voilà. Non, tu l'avais aussi dans les téléphones. Nvidia, oui, il y en a eu un. Voilà. Il y en a eu un, avec exactement. Donc voilà, mais c'est tout en fait. Il y a pas eu grand chose de plus quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, Intel, concurrent sérieux sur les GPU. Franchement, je l'attendais pas celle-là. Non, je l'attendais pas. Et 6 nanomètres. Il y a de quoi peut-être rêver l'année prochaine en début d'année. Et un troisième concurrent pour la baisse des prix. Bon, c'est Intel. Il y a peu de chances que ce soit bon marché, mais on peut très bien imaginer que les autres se disent, oh attends, nous on va baisser les prix parce qu'on a pu amortir déjà les GPU. T'en as un quatrième qui va arriver aussi. C'est 3DFX qui revient. 3DFX a annoncé aussi qu'il revenait. alors là, par contre, j'avoue que bon, si vous faire du rétro gaming. Ça c'est un peu le lol, mais on verra bien. Ah mais moi les Vaudou, hein, ma Vaudou 2, c'était de la balle. J'étais tellement content à l'époque. Je crois que je l'ai encore ma Vaudou. Oh là là. Faire du rétro carte graphique. Du rétro carte graphique. Allez. Bon, on va passer du côté de Le Bon Coin, on va parler un petit peu d'occasion. Voilà, après une carte graphique, qu'est-ce qu'on met derrière? Bel écran Samsung. Bel écran Samsung, voilà. Et alors attention aux télé d'occasion Samsung. Alors j'ai découvert ça. J'ai lu plusieurs fois la news pour vérifier tout ça. Mais alors ce que j'ai appris, c'est que les dernières télés plutôt haut de gamme de chez Samsung, lorsque tu fais le setup sur les télés connectées, tu es obligé de te connecter au web. Alors tu peux l'utiliser en écran simple, mais si tu veux faire, je crois que tu dois l'inscrire auprès de Samsung, etc. Donc il faut que tu la connectes en Wi-Fi. Obligé, c'est bizarre. Alors c'est pour ça que j'ai un doute sur ce truc-là. Mais a priori, en tout cas dans la news, c'était écrit que pour activer tous les nouveaux, regarde, dès qu'un téléviseur est vendu, en fait, il est obligatoire pour sa configuration de se connecter à Internet. Sur ces modèles-là, apparemment. Si tu n'as pas Internet, tu fais comment? Eh ben, je ne sais pas. Tu n'as pas la télé? Mon Dieu. Mais je ne sais pas. Donc, bref, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en Afrique du Sud, il y a eu tout un entrepôt qui a été pillé de télévision Samsung haut de gamme, très haut de gamme même.
Ouais. Et fatalement, elles se sont vendues sur le web et un peu partout. Et la grande surprise, c'est qu'on a découvert que Samsung avait mis en place un truc qui s'appelle Block TV. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est pas la télé de Minecraft, pas du tout. Non mais c'est vrai. Ah mais t'as préparé les belles blagues ce soir, franchement. Mais attends, tu nous régales. Je veux dire, tu sais quoi, j'ai même rien préparé, c'est le talent. Donc Block TV, donc qui est pas du tout une chaîne Minecraft, mais qui est juste un système qui permet de verrouiller les télés. Et du coup, elles sont inutilisables. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs qui ont volé les télés? Ils se sont dit, oh ben on va les vendre sur les sites comme ça, tu vois, genre Le Bon Coin local. Et t'achetais ta télé d'occasion à un bon prix, sauf qu'en fait tu l'arrives chez toi et elle est bloquée. C'est con. Tu peux pas l'utiliser. Parce que tu l'as acheté sur le marché noir, mais toi t'es un peu petit acheteur, tu savais pas tout ça. Et voilà. Tu te retrouves niqué, comment tu fais? Eh ben, tu peux appeler... C'est-à-dire que quand t'achètes une télé d'occasion, tu vas être obligé de la brancher. Eh bien, en fait, c'est même pire que ça. Quand tu achètes une télé d'occasion, il faut que tu demandes le numéro de série. C'est ce que préconise Samsung. Tu demandes le numéro de série et tu appelles le SAV Samsung qui va te dire si la télé est bloquée ou pas avant de l'acheter. Et en fait, Samsung peut te déverrouiller via le service client de ta télévision si tu es capable de donner une preuve d'achat légale. Alors, vu que tu l'as acheté d'occasion, si t'es passé genre par eBay ou machin, tu peux dire, bah, je l'ai vraiment acheté et ils peuvent éventuellement te la débloquer, tu vois. Mais normalement, ils te la débloquent pas. Ouais, donc, mais du coup, ça va pas empêcher les vendeurs de les revendre. Bah non, pas du tout. Non, ce qu'il faut faire, c'est quand vous achetez une télé Samsung, du coup, c'est de demander le numéro de série au vendeur pour vérifier auprès du SAV si cette télé est volée ou pas, bloquée ou pas. Et voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, elle commence à arriver en Europe et en France, ces fameuses télés volées. Parce qu'en fait, ils ont quand même vidé un entrepôt. Hein. En Afrique du Sud, ils ont vidé l'entrepôt et il y a de fortes chances que ça inonde un peu le marché un peu partout, quoi, tu vois. Okay. C'est un moyen de gagner un peu d'argent, quoi. Ok. Bref. Bon, de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Sud, il n'y a qu'un pas. Mais oui. Hein? Nous allons rejoindre ce cher Elon. Exactement. Donc on va parler de voitures, pas du tout, de robots ce soir. On va parler du Tesla Bot. Mais oui, enfin. Voilà. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc en fait? C'est tout simplement un robot humanoïde qui a été dévoilé la semaine dernière par Elon Musk. Voilà, ça ressemble à ça. C'est très futur dystopique. Carrément, mais tellement, ça me fait penser à tellement de séries, de films et tout ça. Bien sûr. Honnêtement, ça fait flipper grave. Carrément. Moi, je te dis, je croise ça dans un couloir, je fais demi-tour tout de suite. C'est pas possible autrement. Enfin bref. Donc voilà à quoi ça ressemble. Petit logo Tesla. Derrière sa coque vitrée du visage, vous retrouvez tout un tas de capteurs, des caméras, etc. D'ailleurs, c'est marrant si je faisais un visage, une moustache et tout ça. Il y a un écran normalement capable d'afficher des informations. Non mais tu vois la face des LED de Nikola Tesla, ça serait trop bien. Ouais, alors bon, on n'en est pas là. Bon, le principe de ce Tesla Bot, hein, c'est en gros d'aider, de vous aider personnellement dans vos tâches quotidiennes et répétitives ou dangereuses. Par exemple, aller faire des courses sans passe sanitaire, c'est très dangereux. Et vous pouvez envoyer votre Tesla Bot aller faire vos courses à votre place. Ou aller faire une manif anti-pass. Parce que ça peut être dangereux. Du coup, vous pouvez l'envoyer et il va manifester pour vous. Bon, l'avantage, c'est que vous attrapez pas le Covid grâce à ça. Ça, c'est vachement bien. Donc, il mesure quand même 1m73 de haut. Il fait 56-57 kilos. Il est capable de porter jusqu'à 20 kilos et il fait le deadlift à 68 kilos, ce qui est pas mal d'ailleurs, 68 kilos. Et à bout de bras, il peut porter à peu près 5 kilos, enfin 4,5 ou 5. Donc tu me dis que ce truc-là existe vraiment? Non. Ah bon. Alors en fait, il existe vraiment, oui. Dans la tête d'Elon. Non. Sur scène, il y avait un vrai mannequin physique. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu un mec déguisé qui a dansé comme un débile sur scène. C'était ridicule et malaisant à souhait, comme on dirait. Mais par contre, après il y a l'équipe qui est derrière ce robot-là et qui a débarqué en fait avec j'allais dire une maquette, ouais, c'est une maquette sculptée en gros de l'objet, tu vois. Donc derrière t'avais l'objet avec à peu près les matières extérieures, un prototype mais vide. En fait, il y avait rien dedans. Une coquille, une coquille vide. Ok. Exactement, c'était une coquille vide. Il n'y a plus qu'à mettre l'âme de quelqu'un à l'intérieur pour le faire fonctionner. C'est ça. Parce que franchement, ça fait tellement flipper. Donc c'est leur projet d'intelligence artificielle, etc. Hop, on va regarder un petit peu les captures. Hein. Donc ce qu'il explique, hein, que c'est fait. Il y a une explication sur le fait qu'ils soient humanoïdes, parce que dans les faits, c'est pas la forme la plus optique
pour faire des choses, des tâches répétitives et chiantes. Des fois, des chenilles, c'est plus pratique pour aller dans la boue que 2 pieds. Mais là, en fait, en gros, ce qu'il explique, c'est que ce robot va aider les humains dans un monde construit par les humains pour les humains. Et en fait, c'est vrai que nos poignées de porte, enfin tout ce qu'on a autour de moi, tout ce qu'on a autour de nous, des escaliers, des machins, c'est fait par des humains pour des humains. Et donc il s'est dit, bah plutôt que de réinventer, de devoir réadapter notre environnement pour que les robots puissent s'y intégrer, on va faire en sorte que les robots s'y intègrent en ayant une forme humanoïde. C'est l'explication. Voilà. Alors il est friendly. Alors comment dire? Oui, il est friendly. Franchement, il fait peur, mais il est friendly. Voilà, et c'est donc pour éviter les tâches répétitives et ennuyeuses, comme par exemple remplir des tableaux Excel. Non, je plaisante. Mais voilà. Ensuite, un truc intéressant, c'est qu'il utilise en fait le même hardware que les Tesla. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est un robot Tesla et pas un robot SpaceX ou je ne sais quoi. Le FSD computer qui est dedans, c'est le même que pour l'autopilote. Et les caméras en fait qu'il a derrière son masque, ce sont les mêmes caméras d'autopilote qu'on retrouve dans les Tesla. En gros, c'est la réutilisation de composants, etc. Fait à partir de vrais morceaux de Tesla recyclés. C'est ça, c'est ça. Et toute la partie FSD hardware, donc elle est issue des Tesla, mais mieux que ça, en fait, ils ont travaillé sur un nouveau hardware qui normalement devrait équiper le Cybertruck et qui équipera aussi le robot Tesla. Voilà. Donc pour la prise de décision et tout ça, il fera comme les Tesla, c'est-à-dire qu'il voit un camion blanc, il fonce dedans. Donc je plaisante évidemment, j'adore les Tesla, elles sont très bien, c'est merveilleux. Il explique qu'ils vont utiliser des matériaux légers, comme d'habitude et tout ça, des mains de niveau humain. C'est-à-dire qu'on a, j'adore le human level hands, tu vois. C'est pas du niveau. Ouais, c'est pas une pince quoi, c'est pas un truc industriel, c'est ça qu'il veut dire. Exactement. Donc, j'attends de voir le mouvement de toutes les phalanges. Par contre, ça commence. Mais ouais. Ça va être un peu. Non, mais tu vois, non, mais c'est bien joli de présenter tout ça, mais la partie mécanique et tout, enfin la durée de vie. Et alors. Okay. Ouais, je sais. J'attends de voir, franchement. Donc tu vois, il y a un écran pour les informations utiles. Hein. Donc genre une batterie qui apparaît, ça veut dire je pense j'ai faim. Je parle pas le robot, mais il y a de fortes chances que ça veuille dire ça. Et toutes les parties, tu vois en rouge et tout ça, tu vois les 40 electromechanical actuator machin et tout ça. Oui, les moteurs quoi. Les moteurs, exactement. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait c'est dérivé de choses qu'ils utilisent déjà pour des Tesla, tu vois, genre pour ouvrir le coffre automatique, les portières et tout ça. Donc en gros, il pourra assembler le robot sur une chaîne de fabrication d'une Model 3. Quoi. Ok, en gros, si t'as besoin de pièces détachées, tu démontes ton robot pour réparer ta voiture. J'ai la portière qui s'ouvre pas. Bouge pas, je prends un braque. Ouais, c'est ça. Bon, viens ici, R2. Non, alors. Clac. Dans l'idée, c'est pas mal si du coup tu peux partager, mutualiser des pièces en termes de process industriel, c'est malin. Après, franchement, j'y crois pas, la motorisation, ça va être très spécifique. Hein. Exactement. Le verre de coffre, tu vas pas le retrouver dans ton robot. Ah, bien sûr que non. Alors, ça dépend. Peut-être l'entrejambe. Ça, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ouais. Tu ne sais pas. Possiblement, il peut y avoir des choses. Enfin bref, c'est surtout de l'annonce pour faire de l'annonce. Et je pense que en ce moment, Tesla avait des soucis avec l'autopilote, en particulier une vraie... Alors par contre, il y a une vraie enquête. C'est pour chercher du budget R&D. C'est pour chercher du budget R&D. Et je pense que c'est aussi pour détourner un peu l'attention. Tu vois? Ah, c'est possible. C'est voilà. Mais oui. Je pense que c'est aussi un moyen d'éteindre l'incendie. C'est genre 48 heures avant, ils ont dit putain, on a une enquête. C'est ce qu'on a à sortir qui va faire sur machin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour détourner un peu les gens qu'ils arrêtent de dire Tesla c'est de la merde, l'autopilote ça marche pas. Ben voilà, on a la réponse. Le Tesla bot. Bon, Xiaomi Mi Game Over. Alors non, Xiaomi ne met pas la clé sous la porte. Ils sont loin d'ailleurs de mettre la clé sous la porte, vu la quantité de palettes de téléphones qu'ils vendent. Mais c'est surtout la gamme Mi qui se retire et qui n'existera plus. À vrai dire, la gamme chez Xiaomi, tu t'arrives à suivre un peu ou pas? Non. Entre les Redmi, les Mi, les pas Mi, les Mi Mix, les Poco, J'ai eu du mal, non. C'est vrai qu'ils sont entièrement perdus. Ouais. C'est la politique de j'inonde et après ça va bien mordre à bout d'un moment. Mais seulement ils ont un gros problème, c'est qu'en fait, quand les gens achètent par exemple un Poco Phone, c'est ça, ou un Redmi, ils savent pas que c'est un Xiaomi. Alors, si tu lis dans le téléphone, ouais, mais Madame quand tu Michu, démarres, tu sais pas. Salut Prozine. Oui, c'est ça. Mais il y a Xiaomi Molette. Oh là là. Ils ont pas fait ça. C'est un des seuls produits qu'ils ont pas encore vendu, du fromage. Mais tu verrais tout ce qu'ils font en Chine, en plus de. Ah mais je sais, il y a des gourdes, il y a des trucs pour bébés, il y a des poubelles. Il y a de la vaisselle, il y a énormément de choses. Mais ils ont pas fait de nourriture encore.
Et donc en fait, l'idée c'est que ils ont un vrai problème aujourd'hui d'image de marque. Moi par exemple, mon aspirateur, c'est un Roidmi, R-O-I-D-M-I. C'est un espèce de Dyson, hein, si tu veux. Okay. Et en fait, c'est un Xiaomi. Et en fait, si tu dis sur la boîte, il y a écrit Roidmi by Xiaomi, je sais pas quoi. Mais à aucun et en fait, tu le vois pas écrit Xiaomi, c'est vraiment un truc tout petit quoi. Tu te dis en fait, voilà, c'est ça, Guillaume. Aquara aussi, c'est Xiaomi. Et en fait, ils vont tout renommer. Voilà, c'est pas compliqué. Ouais, ils travaillent sur leur image. Sur leur image internationale. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont inondé le marché sous différentes marques et ils ont un déficit d'image de marque. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de dire ce que fait Xiaomi. Les trottinettes M365 et tout ça, si, c'est Xiaomi. Oui, mais ça c'est marqué. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, ils font aussi, tu sais, des scooters Xiaomi, tout ça, qui sont pas forcément sous la marque, voilà, le Mi Scooter, mais ils sont pas forcément sous la marque Xiaomi. Et en fait, ils disent, on va tout unifier. Comme ça, les gens sauront qu'en fait, on est une compagnie globale. Alors là, je donne 10 points de Xiaomi, suite à Derbavarois. Alors là, il a tué le game. Xiaomi, donc Xiaomi, parfait, super. On aurait dû titrer, c'est le titre de l'épisode, allez. C'est ça, Xiaomi. Donc c'est vraiment ça. Donc fin de la marque. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que ils vont modifier les logos. Donc les logos Xiaomi et Roidmi vont être sous la marque mère Xiaomi. Donc on va laisser tomber tout ce qui est Mi, machin et tout ça. Sur vos téléphones, il y aura plus juste le Mi. Il y aura écrit Xiaomi en entier. Etc. Ça va pas rentrer dans tous les placeholders des champs sur les écrans, ça. Ça risque d'être un peu compliqué, mais ça va se faire. Ça va déborder. Ça va retour à la ligne. Et d'ailleurs, le Mi UI va peut-être être renommé aussi en Xiaomi UI. Tu vois. Xiaomi UI. Ouais, je sais. Ça commence à devenir compliqué là. Mais en fait, ils ont vraiment ce gros problème on a lancé plein de marques et en fait aujourd'hui, parce qu'ils ont Aquara, mais ils ont aussi pour la maison et tout ça, ils ont d'autres noms. Pour tout ce qui est bien-être, c'est-à-dire des gourdes, des tenues de sport, des sacs et des trucs qu'ils vendent, c'est une autre marque aussi dont j'ai oublié le nom. V quelque chose, je crois que ça commence par un V. Enfin, ils ont plein de marques, mais t'es incapable de savoir que c'est Xiaomi quand tu crois cette marque-là, ou alors il faut vraiment lire sur la petite boîte dans le truc, quoi, tu vois. Donc Aquara, pareil, c'était complètement imbitable de savoir que c'était Xiaomi, alors que et sur les capteurs il y a un Mi, mais sur la box il y a écrit Aquara. Et du coup, c'est Aquara ou c'est Xiaomi ou... Bref, voilà, e-sport. La gamme Yi, d'ailleurs, c'est pour les caméras aussi, les cam action. Ouais, c'est ça. La gamme Yi, c'est aussi l'éclairage. Oui, les Yi-Light, ils ont ça. Les Yi-Light. Et en fait, les Yi-Light, il faut savoir que c'est pas forcément en fait, les Yi-Light sont compatibles Aquara, mais s'appellent pas Aquara, alors qu'il existe les mêmes avec écrit Aquara dessus. Voilà. Problème de lisibilité, c'est parfait. C'est le bordel. Donc en fait, quand ils disent fin de la gamme des produits Mi, en fait, ils vont commencer par la gamme Mi, ils vont l'appeler Xiaomi. Tous les Redmi, ils vont s'appeler comme ça. La gamme Poco, d'ailleurs, il y a de fortes chances qu'elle rebascule sous la gamme Xiaomi avec sans doute un autre truc derrière. Mais c'est bien parce que du coup, si t'as la même marque et qu'ils travaillent les gammes, déjà peut-être qu'ils vont moins faire n'importe quoi, ça sera plus lisible. Ça sera beaucoup plus lisible, sans doute. Alors tout l'écosystème, y compris l'IoT, va y passer. Voilà. Les applications vont être renommées. Pareil, t'as une appli Mi Home et une appli Aquara. Et en fait, les deux sont compatibles avec les appareils, mais il y en a une qui est compatible HomeKit et l'autre l'est pas. Et alors t'as la même chose sur les trottinettes connectées du coup, puisque t'as les applis Ninebot et les applis Xiaomi, les deux fonctionnent aussi dessus, mais t'as pas les mêmes fonctions. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, bref. C'est enfin peut-être l'âge de la maturité pour la marque Xiaomi, en fait. C'est surtout ça. Peut-être. Espérons-le. Espérons-le. Allez, c'est moi qui conclue la partie news. Yes. Et je vais vous parler du fisc. Savez-vous que le fisc, ils font des trucs intelligents, dis donc. Oui, le fisc maintenant va traquer les piscines automatiquement avec de l'IA. Et oui, bien sûr. Vous savez, le fisc, ils aiment bien aller savoir les gens qui ont des piscines qu'ils n'ont pas déclarées. Et oui, parce que du coup, ça fait du pognon qu'ils n'ont pas récupéré. Et bien, ça fait un moment qu'ils le font. Et ils le font depuis 2015 en fait. En 2015, ils ont commencé à faire ça avec des outils mais ultra innovants à l'époque, hein, Google Maps, et beaucoup d'agents qui scrollent dedans et qui ont à côté les cadastres et les déclarations de permis et qui regardent et font ça. Voilà. Au bout d'un moment, ils se sont dit, on peut faire mieux que ça. Donc en 2019, ils avaient lancé un projet avec Accenture. Ouais. Ils avaient développé ça, il a mis en place dans quelques départements, donc il y avait la Drôme, Charente-Maritime et les Alpes-Maritimes également. Et donc là, ils avaient commencé à introduire de l'IA, qui faisait de la reconnaissance d'images d'un côté, et qui surtout analysait aussi du texte dans les déclarations des contribuables. Donc double IA et recroisement de données. Donc je pense que ça doit être quand même très intéressant comme projet derrière.
T'as vu la quantité dans la Drôme? De trouver? Ah oui. Sur 800, oui, c'est ça. Il y en avait 300 qui étaient pas déclarés. Un truc comme ça. C'est énorme. De l'OpenCV, ouais, je pense qu'il y a plein de trucs. Après, ouais, peut-être qu'ils font pas que de l'OpenCV pour la partie satellite, t'as d'autres algos qui sont très très bien. Playing with my kids, il a raison. En fait, le marché, c'est de faire des bâches imitation gazon. Mais alors, attends, tu vois, j'y viens après. Parce que tu peux faire tellement de trucs avec ça, mais j'imagine. Un QR code qui fait planter la machine. Mais oui. Injection. Et le satellite, il sort de la route, tu vois, comme les Tesla. Tac. Ah, vous avez niqué la fin de ma news. Oh, pardon, mince. Bon, bref, donc fin 2019, ils ont dit, résultat très satisfaisant, comme tu l'as dit, du coup. Bravo. 40% des gens déclarent pas leur piscine, c'est merveilleux. Comprendre derrière que le projet Accenture a coûté moins cher que, ils l'ont amorti par rapport au redressement qu'ils ont fait derrière, donc ça a bien servi. Donc ils se sont dit, faut franchir l'étape d'après, donc ils vont le généraliser, et cette fois ils ont lancé un nouveau projet qui part dans les mains de Capgemini et de Google cette fois pour travailler là-dessus. Le plus gros fraudeur. Voilà. Et alors, tiens, mais voilà, tu vois, l'analyse d'image satellite, hein, si tu sais pas ce que c'est qu'une image satellite avec des piscines, c'est ça. Ah ouais. Et alors, en cherchant des infos là-dessus, si tu veux, j'ai fait ma petite enquête, mais alors enquête Google, hein, franchement, et je suis tombé sur ça. Compte rendu, du coup, d'un échange avec les syndicats, la CGT et la CGT de la DGFIP, du coup, la Direction Générale des Finances Publiques, face au projet Google. Et alors, dedans, t'as tellement de perles. C'est-à-dire qu'ils t'expliquent tout. T'as le budget, toutes les lignes, les machins, tout ça, les questions qui se posent. Alors, je vous en mets quelques-unes pour rigoler. Regardez. Que va faire Capgemini au sein du foncier innovant? Et oui, parce qu'on se pose les questions, mais quel rôle ils vont être? Est-ce qu'ils vont avoir accès aux données du cadastre? Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir des données nominatives? Ou est-ce que ça va être anonymiser tout ça? Donc t'as plein de questions qui se posent là-dessus. Il parle de données anonymisées, voilà, tu vois qu'il y a quand même pas mal de points d'interrogation et des 3 petits points quand même, parce que toutes les questions ne sont pas toutes les réponses sont pas données. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de choses à regarder derrière. Moi, ce que je retiens également, c'est que c'était quoi le coût d'expérimentation avec Accenture? Tu sais, celle qui a ramené un paquet de redressement. 550 000 €, voilà, dont 250 000 dans les services centraux. Donc ça me semble pas exorbitant. Non. Pour ce petit projet. Voilà. Par contre, le nouveau projet qu'il lance, budget 12 millions d'euros. Bam. Tu te dis, mais attends, comment c'est possible? T'imagines? Voilà. Projet foncier innovant, donc c'est le nom dans lequel ils vont embarquer ça. Google et Cap, 12 millions d'euros. Plus les salaires des agents, les machins. Donc voilà le budget que tu vas avoir derrière un tel projet. C'est quand même... Ça ruisselle. C'est quand même sacrément cher. Mais Google avait payé 1 milliard d'euros, tu sais, d'arrangement pour retard d'impôts, machin, avec Bercy. Tu crois que c'est pour un purée? Et du coup, ils disent, on a payé 1 milliard, on va récupérer 12 millions. Bon, c'est une paille, hein. Mais peut-être que justement, ça peut... voilà, tu vois. Je suis pas le seul à réagir comme ça. 12 millions d'euros, ça fait un sacré budget pour un truc qui fait ça quand même. Ben oui, je suis d'accord. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est pas... Non, mais moi j'attends de voir tellement, c'est ce que vous allez dire, les bâches de piscine qui vont aller leurrer l'IA. Injection SQL dans la base, tu fais tout sauter. Le truc, du coup, il fait un redressement et dans l'autre sens. Du coup. Ouais, c'est ça, on te donne de l'argent. Ah, il a surdéclaré, en fait, la piscine a fait que 5 mètres carrés alors qu'il a... une surface négative. C'est ça, une surface négative donne de l'argent. C'est le truc. Allez, super. Ah, bref. Bon, on a fini les news. Yes, on va passer au test. Go le bench. Allez. La bâche de piscine. La piscine n'est pas une piscine. Ce n'est pas la piscine que vous recherchez. Bien, le bench qui est je vais réussir à le dire, hein, la partie de l'émission où on teste des trucs. On teste des trucs. Et alors, là, on va tester cette petite pochette noire. Une petite pochette noire. Non. Tu nous as gâtés ce soir. Et non, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un cadenas. Non. Si, je te jure, regarde, un beau cadenas. Une Mi-Pump. Une Mi-Pump. Elle va peut-être changer de nom d'ailleurs. Ouais. Non, en fait, elle s'appelle pas juste Mi-Pump, elle s'appelle Portable, je sais pas quoi, Pump. Tiens, regarde. Portable Electric Air Compressor. Voilà. Donc c'est pas la Pump, mais moi j'aime préférer dire Pump. Alors, avec cette magnifique Pump, vous avez quelques accessoires. Donc la pochette est livrée avec, hein. Donc ça c'est cool. Vous avez l'aiguille pour gonfler des ballons. Attends, je vais te faire du caméra de proximité. On a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Ah, mais je crois qu'en fait, t'as les incrustes, t'as tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai mis une incruste. Ok, allez, vas-y. Ça ressemble à ça de près. Donc en haut, hein, vous voyez, le American Gas Nozzle. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Tu vois. Ben ouais. Une trachée haute pression, hein, une petite LED.
une trachée de stockage, hein. Voilà, bon bref, vous avez un écran, etc. Mais je vais vous faire la démo, ce sera beaucoup plus parlant. Il y a quelques boutons, ça a l'air très compliqué comme ça, mais en fait c'est hyper simple à utiliser. Alors déjà, il y a un défaut quand même, c'est que ça se charge en micro USB. J'aurais bien aimé l'USB-C. Le petit Cédric attendait à l'accueil. Oui, tu peux. Voilà, donc vous avez un petit câble pour charger. Je trouve dommage qu'il soit si petit, parce que dans la voiture, t'es obligé d'avoir ta pompe à côté. Une aiguille pour les ballons, et t'as ici un petit adaptateur, tu vois, pour je sais plus quoi, pour les vélos. Ouais, pour les vélos, parce que ça c'est la voiture. Ça c'est la voiture. Ah, t'as des vélos qui ont ça aussi. Oui, oui. Mais voilà, donc oui, là tu m'as complètement tout démonté. Donc vous avez ici, c'est un iPod. C'est un iPod fat. Donc en fait, il y a un petit bouton ici avec un petit soleil dessiné, et si vous appuyez dessus, ça allume la petite lampe, parce que des fois, t'as besoin de gonfler ton pneu la nuit. Il n'y a pas assez de lumière pour trouver la valve ou le machin. Bon ben voilà. C'est une cigarette électronique. Ouais, ça, elle est fat, hein. De certains gabarits. Et ici, en fait, t'as un bouton sur lequel tu appuies et qui te permet de choisir un bouton où t'appuies. Ouais, c'est révolutionnaire. Le type de gonflage que tu veux faire. Donc tu vois, le premier c'est vélo, le deuxième c'est moto, le troisième c'est voiture, et par défaut il te met des valeurs, hein. Avion, et le quatrième un ballon. Navette spatiale. Et vous avez des valeurs qui sont en PSI, tu vois, ou si vous gardez appuyé le bouton, vous passez en barre, en fait, ni plus ni moins. Vous choisissez. Alors là par exemple, je vais switcher, je vais passer sur gonfler une voiture à 2,5 bars. Et j'ai choisi 2,5, mais si je dois gonfler à 2,6, je monte avec le plus, ok. Donc je descends. Une fois que vous avez sélectionné le truc, vous branchez ça à votre voiture et vous appuyez sur démarrer. Alors déjà, ça va vous indiquer la pression actuelle à laquelle vous êtes, donc 2 à 1, il mesure la pression. Et donc là, par exemple, je vais remonter à 2,5 et je vais le déclencher. Attention à vos oreilles. Ça souffle. Ça souffle vachement. Donc il aspire ici, hein, il compresse et il rejette l'air au-dessus. Alors, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Ça marche vachement bien. Et quand je dis ça marche vachement bien, c'est j'ai fait les 4 pneus d'une voiture sans problème. Ici, vous avez un petit voyant en bas quand c'est allumé. Quand il est blanc, ça signifie que vous êtes au-dessus des 50% d'autonomie restante. Dessus. Ah oui, quand vous le remettez dedans, ça l'éteint. J'ai oublié de le dire. Ce que je viens de voir. Ça l'éteint. Donc quand il est blanc, c'est que vous avez 50% d'autonomie. Quand il est orange, c'est que vous êtes entre 20 et 50%. Quand il est rouge, vous êtes en dessous des 20%. C'est un peu con quand un écran de pas afficher le pourcentage de batterie plutôt que d'afficher ce truc-là. Il y a des travaux à la cave, mais c'est ça. Marteau piqueur, ouais. Ça marche hyper bien. J'ai réussi à gonfler les roues de ma voiture. Alors c'était 2,6 et pas de souci. Alors, tu as rempli un pneu crevé complètement à plat. Non. Mais par contre, la voiture de Valérie avait un pneu qui était à 1,5 et je l'ai remonté à 2,3 sans souci. Sur sa petite Aego, je l'ai branché, je l'ai laissé le truc, j'ai allumé et en 2 minutes, j'étais remonté à 2,3 sans problème. Ça marche hyper bien. Le seul défaut, c'est que si vous gonflez un pneu de 0, il n'y arrivera pas. C'est-à-dire que, enfin, il n'y arrivera pas. Vous pouvez arriver à faire de 0 à 2,5 sans souci, un pneu, mais au second, vous y arriverez pas. Alors, je peux le dire parce que je l'ai essayé. J'ai dégonflé mon pneu, confiant. Une fois que j'avais déjà testé sur Switchag. Attention! J'ai dégonflé mon pneu. Dans Bits, on va jusqu'au bout du test, monsieur. J'ai dégonflé mon pneu, il était vraiment à plat de chez à plat, et j'ai réussi à regonfler à 2,5, ou 2,6 même, sans problème. Mais ensuite, ici, c'était orange. Donc ça veut dire que c'est entre 20 et 50%. L'autre pneu, je l'ai pas dégonflé en entier, mais je l'ai mis à moitié à peu près. Je l'ai rebranché, j'ai pas réussi à le regonfler. Je me suis arrêté à 2,2 ou un truc comme ça. Non, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, j'ai branché le câble, tu sais, USB-C. J'ai laissé un peu charger et puis après, je l'ai regonflé. Okay. Voilà. Mais c'est vraiment un truc pour faire votre pression d'appoint. Micro USB. Ouais, micro USB, ouais. Pas USB-C, ouais. Ah, j'ai dit USB-C, ouais. Non, micro. Mais en fait, j'ai dit au tout début. J'ai dit défaut. C'est du micro USB et là je dis USB-C. Bon. Mais franchement, ça marche hyper bien. Pour un vélo, c'est top. Après, c'est un peu lourd, hein. Je te le cache pas. Ouais, tu travailles pas partout. Tu travailles pas partout, évidemment. Mais moi, je l'ai toujours dans la voiture. Et si, tu vois, je trouve que mon pneu est un peu à plat, hop, tu peux remettre un coup sans problème. C'est portable. Ça permet de gonfler aussi les ballons. Au hand, par exemple, j'ai gonflé les ballons avec. Ah, ça, c'est bien. Plutôt que de chercher la pompe. Et il y avait un message qui disait, est-ce que sur le paddle ça marche? Je sais pas. Je vais gonfler mon paddle ce week-end avec. Et je verrai si ça marche. J'ai acheté un embout exprès. Pour paddle parce que c'est gros embouts pour tester, voir si j'arrive à le gonfler. Normalement, ça ne marche pas. Voilà. C'est trop y a des gens qui ont essayé, ça ne marche pas. Ça fait 438 grammes d'air bavarois. Voilà.
cette petite brique fait ce truc-là. Génial. Je sais plus où je l'ai vu, plus de 10 bars. Alors non, il monte jusqu'à 3,5 bars, je crois max, et 30 PSI, en gros l'équivalent, tu sais, de l'équivalent en anglais. Dans un sac pour vélo, c'est complètement jouable, et ça marche hyper bien, très sincèrement. 400 grammes, tu le sens quand même passer, ouais. Ouais, tu le sens. Est-ce que tu nous as donné le prix par hasard? Ça fait un peu de bruit. Eh bien, le prix, si vous l'achetez plein pot, c'est 39 €. Si vous le trouvez en promo, moi j'ai eu du bol, j'ai trouvé en promo, je l'ai payé 30 € sur Amazon. Il y a régulièrement des promotions dessus. Voilà. Mais c'est pas mal, hein. Alors après, pour la caisse, j'ai un gros truc Black & Decker qui monte à 8 bars. Il faut une pince pour le démarrer. Ouais, tout fic, évidemment. Mais là, c'est vraiment un truc d'appoint. Pince pour démarrer aussi. Ah, il fait pince pour démarrer, pardon. Ah oui, un truc... ouais, okay. J'ai ça aussi. Ouais. Tout à fait. Bon, là, c'est vraiment le truc d'appoint. Ça sert pour les vélos, même pour une bagnole. Vous pouvez très bien refaire la pression des pneus, une trottinette, peu importe. Honnêtement, c'est... je suis content de l'investissement. Parce que tu vois, avant, j'allais tout le temps... Ouais, 20 € sur AliExpress, tout à fait. Ouais, mais alors plus maintenant, AliExpress, mais maintenant, tu vas payer la taxe. Donc du coup, tu devrais te retrouver, je pense, aux alentours de 30. Le gros intérêt, c'est que avant, tu vois, quand je prenais ma caisse, je fais la pression assez régulièrement avant de partir en vacances, etc. Et j'étais obligé d'aller genre à la station-service ou au machin pour faire juste l'appoint ou vérifier que mes pneus n'étaient pas dégonflés avant de partir en vacances. Plus besoin, je prends ça, je mange le truc, je fais ma pression, terminé. Tu vois, c'est ça l'intérêt. Bref, moi, honnêtement, je vous le recommande chaudement si vous avez un véhicule ou si vous avez l'habitude de gonfler beaucoup de choses, genre des ballons ou des vélos. Ça peut vraiment vous servir et ça coûte pas très cher d'avoir un compresseur chez soi, quoi. Voilà. Mais parfait, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Cool. Et sur ce, on enchaîne la rubrique suivante qui est Kernel. It's in the game. Kernel, it's in the game. Alors Kernel, c'est quoi? C'est la rubrique où on va plus loin dans un sujet en particulier, dans des sujets un peu techniques, dans des sujets où on va creuser plus une actu. C'est ça. Et ce soir, c'est moi qui vais vous parler d'une actu récente qui a fait le buzz il y a pas très longtemps, qui est une faille qui a été découverte dans les logiciels associés aux pilotes des souris Razer notamment. Et je vais vous expliquer ce qui se cache derrière. On va parler notamment d'élévation de privilèges, puisque c'est ce qui est possible de faire avec cette faille-là. Alors, je vais vous présenter déjà la petite vidéo, vous expliquer comment ça se présente. Normalement, elle est là, voilà. Donc, il y a le titre. Ouais. Quel dommage, attends, bouge pas. Non mais je l'enlève. Je me débrouille. Mais non, tu vas pas l'enlever. Ah. Alors, c'est l'histoire d'un hacker qui a trouvé ça, donc là, il lance la ligne de commande en vous montrant qu'il est dans un utilisateur qui s'appelle Steve, qui n'a pas les droits de le lancer en tant qu'administrateur, et donc il n'y arrive pas. Et après, il va dire, maintenant, je vais ouvrir mes périphériques, voilà, donc Device Manager, donc c'est les périphériques qui sont connectés à la machine, sachant que là, il est connecté avec un utilisateur lambda, un utilisateur qui n'a pas les droits administrateurs sur la machine. El famoso Steve. Utilisateur lambda, machin, tout ça. Donc là, il est dedans. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va brancher un périphérique Razer. Donc il branche, ça peut être une souris, ça peut être un dongle de souris, un clavier, enfin peu importe, derrière. Donc là, il rafraîchit les périphériques, il va charger le pilote automatiquement. Et donc là, c'est Windows, par l'intermédiaire de Windows Update, qui va télécharger automatiquement le pilote et l'installer. Donc vous voyez à droite, voilà, les périphériques, ok, et à gauche, les processus qui tournent, donc en fait c'est ce que la machine est en train de faire. Et donc là vous voyez un Trusted Installer, ouais. Donc là Windows démarre automatiquement parce qu'il a détecté un périphérique Razer, le téléchargement et l'installation en local du driver, enfin, et du même de tout le logiciel Razer qui vient avec. Voilà, donc là tu as un service qui démarre, driver installation, etc. Tout va bien. À droite, tu vois que les périphériques qui sont en train de s'actualiser, tu as des périphériques HID, compliant, machin, tout ça, qui sont en train de se peupler. Interface Device. Voilà. Razer Viper Ultimate qui est en train de s'installer. Les périphériques USB s'actualisent, enfin tout ça. Et donc là, ça installe tout le package en fait. Tu vois en bas, Razer Installer qui est en train de partir, le logiciel Razer qui se lance et tout le machin, voilà. Donc là, le mec, il a juste accès à la machine physique. Et c'est tout, hein. Il n'a pas de droit privilégié supplémentaire. Ouais. Le logiciel est lancé, tout va bien, il passe le tuto. Ouais, next. Nickel, le périphérique est prêt, tout va bien, donc là tu installes classique de ta souris, tout va bien. Et là tu vois, tu cliques sur quelle est l'installation, donc le répertoire d'installation par défaut de le répertoire. Tu cliques sur le répertoire, et là ce qui s'est passé là, c'est que la fenêtre qui s'ouvre... Normalement il ne devrait pas y avoir accès. En fait, la fenêtre qui s'ouvre pour choisir ton répertoire, elle est lancée dans
dans la closure admin, quoi, en gros. Dans le niveau d'élévation dans lequel le pilote est en train de tourner. Donc admin. Et le pilote est en train de tourner en tant qu'admin. Donc, tu ouvres ta fenêtre Explorer en tant qu'admin. Et donc, à partir de là, putain, tu te balades partout. À partir de cette fenêtre-là, eh ben, c'est là où ça ouvre les possibilités, c'est que cette fenêtre-là, tout simplement, te permet de lancer d'autres choses, et c'est ce qu'il fait, en fait, hein. Ouais. Il lance une ligne de commande, en disant, bah, clic droit, démarrer PowerShell, et cette ligne de commande, du coup, est lancée dans les mêmes droits que le driver. Et du coup, bah, c'est lancé en ligne admin. Et du coup, la ligne de commande admin, il peut faire ce qu'il veut sur la machine. Voilà. C'est assez hallucinant comme faille. Et pour vous expliquer un petit peu ça, je vais vous présenter très rapidement comment fonctionne en fait le système d'isolation de l'utilisateur et l'élévation de privilèges en fait. Et vous allez comprendre que c'est une belle boulette ce qu'ils ont fait d'ailleurs chez Razer. Alors c'est propre, moi je trouve. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc là c'est sur Windows. Alors c'est un peu petit, mais je vais vous expliquer globalement ce que c'est. C'est que il y a ce qu'on appelle une hiérarchie de processus. Donc c'est-à-dire que quand les programmes vont se lancer, ils vont pas tous se lancer au même niveau. Ils ont des relations parent-enfant. Donc quand ta machine démarre, tu vois, t'as le noyau NTOS kernel qui démarre, t'as le système, t'as le WinLogon, t'as WinInit, etc. Donc t'as toute une hiérarchie de processus qui démarre, et chacun en fait va faire des choses et va démarrer d'autres processus enfants, donc va démarrer d'autres programmes qu'il va exécuter, qui vont avoir des tâches bien particulières. Mais chacun, en général, est rassocié à un parent. Ceux qui n'ont pas de parents sont ceux qui sont en général lancés au démarrage ou qui sont associés à ta session utilisateur. Qui pour le coup, il y a un parent, c'est le WinLogon parce que c'est le logon de ta session. Et c'est ce qui se passe dans Windows, c'est-à-dire que quand tu démarres ton Windows, tu vas te retrouver avec la branche du bas là. En fait. Dans ton gestionnaire de tâches, en fait, tu vas te retrouver avec toute cette branche-là, potentiellement que tu vas pouvoir explorer, sauf que toi, en tant qu'utilisateur, donc ça c'est la branche sur ma machine. Donc c'est un gestionnaire de tâches un peu plus évolué qui présente un peu plus de choses. Hein, ça s'appelle Process Explorer, outil Microsoft en particulier, mais qui vous donne la même chose que votre gestionnaire de tâches sous Windows. Sauf que là, tu vois l'arborescence en fait des processus directs. Tu vois le WinInit et tu vois tous les services qui tournent en tâche de fond qui sont là. Okay. Et si tu descends dedans, tu vas trouver les applications. Donc tu vois, tu as Edge, Chrome et tout ça. Voilà. Okay. C'est associé du coup, là tu as un WinInit ou un WinLogon, je le vois pas bien ici. Et tu as Explorer.exe qui est le programme qui est lancé par défaut, en fait, qui est le shell de Windows 10 dans lequel tu vas voir le menu démarrer, l'explorer de fichiers, etc. Qui est en gros le parent de toutes tes applications que tu vas lancer derrière. Et bien, ce qui se passe avec Razer, c'est que là, le driver derrière le logiciel, donc qui est lancé en vert, il est lancé par un processus service système, qui est lui-même dans un niveau d'utilisateur qui n'est pas l'utilisateur local, donc qui n'a pas tes droits à toi, qui a des droits d'utilisateur admin du système, parce que c'est un driver à la base. Eh ouais. Sauf que ce truc-là, en fait, à partir du moment où tu es dedans, eh bien, quand tu vas pouvoir exécuter des processus enfants, quand tu vas démarrer des enfants pour dire j'ouvre quelque chose derrière en plus, par défaut, et c'est là où c'est la belle faille, c'est que dans Windows, tu as deux API différentes qui existent, qui s'appellent celle-ci, Create Process W parce que c'est wide, c'est en UTF international, et je l'ai souligné en jaune, tu vois, par défaut, quand tu appelles cette API-là, et bien le processus enfant qui est créé, il hérite du contexte du processus parent. Et oui, donc quand tu lances un programme et que tu as un programme qui est admin, mais par défaut, le programme que tu as lancé, il va se lancer en admin. Et oui. Mais la bonne blague, c'est que t'as d'autres trucs qui le font. T'as un Create Processus as User API qui peut faire ça aussi. Donc, voilà. C'est donc Windows propose tout ce qu'il faut. Il suffit d'utiliser les bonnes API qui vont bien, sachant que celui-ci est sécurisé. Et c'est entre autres cette API-là qui te permet de faire exécuter en tant qu'admin. Il marche dans les deux sens. Tu peux faire une descente, une élévation de privilèges. Tout est documenté là-dessus. Il n'y a pas de souci. Il t'explique aussi les cas d'erreur. Il t'explique que quand t'as l'élévation et que l'utilisateur n'a pas le droit de le faire, en fait, t'as l'UAC, donc l'interface qui te dit veux-tu valider toi l'élévation de privilège derrière. Enfin, bref, voilà. Oui, tout ça est bien documenté. C'est juste que tout simplement Razer est allé à la facilité. Ah bah oui. Et le lien, en fait, le lien qui t'ouvre l'Explorer, enfin c'est hallucinant. Qu'il soit visible en fait même déjà, mais bon. Non, bah après. En fait, t'en fous le driver Razer. Fonctionnellement, t'as besoin de l'installer sur un autre disque. Ben pourquoi pas, ça dépend comment tu configures ta machine, si tu le mets, tu vois, si tu es du genre à mettre ton système. Combien de personnes, alors, installe le système d'un côté, les jeux et les datas de l'autre, mais surtout, installe les drivers sur un autre disque que le disque système. Combien il y en a, là, ici, dans le chat, qui installent leurs drivers sur un autre disque que le disque système? Tu me diras, il y en a peut-être. Ouais, mais tu peux pour quelle raison? Ouais, mais bon, bref. Il faut qu'ils puissent répondre à tout le monde avec leur driver. Ouais, tu peux pas te fermer la porte à des potentiels clients. Voilà. Oui, bien sûr.
Donc voilà, c'est incroyable. La belle boulette. Alors il faut savoir que le hacker derrière qui s'appelle John 4T, il a donc soulevé ça en full disclosure sur le net et tout sur Twitter, c'est un truc de fou. Et il a été contacté par Razer. Il a dit qu'il a un contact très professionnel avec eux. Il leur a expliqué tout ça et Razer était très content. Ils le remerciaient et tout ça. Ils lui ont dit qu'ils travaillaient sur le sujet et ils lui ont même proposé du coup une souris. Non, une prime, donc un bounty pour avoir levé ça. Même s'il n'est pas passé par le circuit classique. Par le circuit classique où il est contacte d'abord en direct, il révèle pas la faille à tout le monde. Ils lui ont quand même proposé ça, donc c'est plutôt bien de la part de Razer. Par contre, on attend les corrections derrière. Oui. Et je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire HD Loga dans la chatroom. C'est pas Windows, hein, c'est pas du tout lié à Windows. C'est-à-dire que tu peux avoir exactement la même faille dans Linux. Ouais. Linux et drivers sont dans le noyau également. Il suffit que tu aies un logiciel mal développé. C'est le cas ici, donc c'est plutôt Razer caca que Windows caca. Ça n'a rien à voir. Ouais. Linux fonctionne strictement de la même manière. Donc voilà, la belle faille, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu comment ça fonctionne ces trucs-là, rapidement, et surtout que vous comprenez un petit peu plus ce qu'on appelle l'escalade de privilèges, l'élévation de privilèges. C'est ça, on monte d'un niveau, donc c'est ça l'élévation en fait. L'élévation de privilèges, c'est ça, c'est quand en tant qu'utilisateur, tu obtiens des niveaux de privilèges auxquels tu n'as normalement pas accès, et la plupart du temps, ça se passe par un programme qui a lui les droits que tu vas chercher à détourner pour le faire. En général, ça passe par les techniques de hack qui sont très poussées. Là, un clic sur un lien et c'est bon. Donc c'est un peu la loose quand même, je veux dire. Clairement. Voilà. Bon, sur ce bench. Pour ce kernel, excusez-moi. Allez, on enchaîne, on passe sur... Eh ben, on passe sur... Petite reco d'application. Yes. Donc, apps. L'application du jour d'aujourd'hui. Et c'est ça. Surtout pas. Et c'est moi qui vais. Et c'est toi qui vas en parler. Oui, cette magnifique application qui s'appelle ISS Detector. Donc une appli qui, comme son nom l'indique, permet de détecter l'ISS, la station spatiale internationale. Voilà. Si elle est cachée chez vous, vous pouvez la trouver. C'est ça. C'est comme avec les AirTags. Tu vois, tu mets un AirTag sur l'ISS et tu peux trouver l'ISS. Exactement. Quand elle passe devant chez toi. Voilà. Alors je vais vous faire une petite démo là-dessus. Vous expliquer ça, mais oui, vous la voyez, mais c'est magnifique. Ça marche tellement bien ce setup ce soir. Donc c'est une application Android qui existe depuis très très longtemps, qui de prime abord en fait est pas très accueillante, on va dire. L'ergonomie est un peu rugueuse, mais en fait on se rend compte qu'elle est extrêmement performante. C'est un peu soviétique, quoi. Oui, c'est vrai. Mais ça marche quand même pas mal. C'est plus Soyuz que SpaceX, quoi. Si tu veux. Après, j'en ai regardé 2-3 et franchement, c'est celle qui avait le plus de fonctions intéressantes en fait. Ouais. Et enfin, vous allez voir ça. Et puis ouais, parce qu'il y en a qui sont très graphiques, mais il y a peu de fonctions. C'est ça. Voilà. Exactement. Et donc, comme son nom ne l'indique pas, elle ne fait pas que l'ISS. En fait, elle permet de détecter tous les objets notables du ciel. Voilà. Alors, dans quel contexte je l'ai trouvé ça? Eh bien, c'est que tu cherchais Jeff Bezos. Pas du tout. En fait, ça fait un moment que je m'en sers. C'est dans l'année dernière, en fait, au premier confinement, il y a eu, fallait trouver des occupations. Et le soir, notamment, il y avait des moments où l'ISS passait en fait au-dessus de Bordeaux. Et du coup, avec les enfants, on a commencé à s'y mettre à la suivre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ISS le soir, tu la vois passer. Oui. Tu la vois bien. Elle est suffisamment basse au niveau altitude que quand en fait il fait suffisamment nuit, ce qu'on appelle la magnitude, du coup, l'ISS va ressortir et tu vas pouvoir la voir passer. C'est 400 km, mais vraiment. Ouais, c'est pas là, c'est entre 400 et 500, je crois. Je sais pas, peut-être. Sûrement, mais en bref, tu la vois passer, et en plus, elle passe hyper vite. Elle passe même plusieurs fois par... 18 000 km/h. Elle fait le tour de la Terre en 90 minutes. Ça passe très très vite. Je peux te dire qu'effectivement, elle va un peu vite. Et alors, ce qui s'est passé, du coup, l'année dernière, c'est que... Enfin, c'était non, du coup, il y a 2 ans, premier confinement, c'est quand la première mission spatiale de Thomas Pesquet, où du coup, il y a eu une énorme communication en France, dans les écoles et tout ça, et mes enfants, ils étaient comme ça, devant Thomas Pesquet qui part dans l'espace, et du coup, on s'est tourné vers ça pour le regarder le soir, et on sortait, du coup, dans le jardin pour regarder l'ISS passer, et on faisait le lien. Claudie Agnoret, c'est Thomas Pesquet. Voilà. Et du coup, t'as les yeux qui brillent, et tu vois ça dedans. Bon, alors... à part l'ISS, du coup, on peut voir tous les autres trucs intéressants. On peut choisir dedans ce que tu veux voir ou pas voir. Tu vois, tu peux mettre petite Youpa. Tu peux, tu peux aller voir dedans. Attends, je vais pas vous montrer celui-là, je vais vous montrer autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu vas pouvoir choisir les objets que tu veux voir ou pas. Tu vas voir les heures lesquelles ils passent. Ouais. Donc là, tu as 2 passages de Vénus ce soir. Tu as la magnitude, le mag 4 en fait. La magnitude, en fait, c'est le niveau de brillance, de visibilité en fait.
Plus c'est élevé, mieux c'est. Ouais. Et du coup, tu vois, donc t'as un niveau de couleur, quand c'est vert, c'est que tu vas pouvoir le voir à l'œil nu, quand c'est orange, c'est un peu limite. Faut avoir des super yeux. Voilà. T'as l'élévation aussi, donc ça veut dire par rapport à l'horizon, à quel degré c'est. Si t'as des arbres grands autour de chez toi, peut-être que tu les verras pas, quoi. Donc tu peux automatiquement filtrer, t'as un bouton de filtrage en haut à droite là, voilà, qui permet de te dire moi je veux que les élévations, je veux l'ISS, je veux Starlink, donc je vous en parlais juste après, je veux les comètes, les machins, les planètes, tout ça, et tu dis je veux filtrer par rapport à un certain niveau d'élévation parce que je sais qu'en dessous je verrai pas. Donc tout ça tu peux le mettre, ce qui fait qu'après tu vas te retrouver dedans avec les événements notables que tu vas pour toi pouvoir voir. Si tu veux, tu peux être alerté de ces éléments de passage. Donc tu peux dire entre telle période et telle période, pour tels éléments, etc. Je vais avoir une notif, tu vas avoir une notif dessus. Et qui va dire c'est maintenant. Alors il te prévient avant, tu peux gérer un timing, tu peux dire dans 5 minutes passage machin à tel endroit et tout machin, etc. Et plus c'est petit, plus c'est lumineux, -4 est plus visible que -1. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai dit oui, 4 et 1. Oui, non, tu comptes en négatif, tout à fait. Ok. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Oui, donc tu vois les Starlink aussi, qui sont là. Alors tu les vois relativement bien, franchement tu vas passer plusieurs fois, donc là c'est le numéro 22. Et donc quand tu cliques sur un des éléments comme ça, tu as cette carte-là qui apparaît. Et donc là tu vas te retrouver avec la boussole et le gyroscope de ton téléphone qui va qui a pointé en fait. Et donc là en fait tu vas utiliser ton téléphone pour pointer vers le truc, tu vois. Et donc là quand tu te pointes vers la direction et que tu bouges, donc tu vois, effectivement, tu peux te pointer directement dans la direction et ton téléphone va te servir pour te dire pour suivre la trajectoire, ce qui fait qu'en fait tu fais tout le mouvement. Voilà, je vous le fais là. Et donc là avec ça tu peux t'orienter et suivre directement la trajectoire du truc. Ce qui fait que ton téléphone te sert tu t'en sers pour pointer en fait la zone comme ça. Et tu vas pouvoir directement repérer mais il y a des apps comme ça en AR. Tu peux l'avoir en AR. Alors celui-là fait pas l'AR. J'ai essayé des apps. Alors je crois que tu peux le faire. Donc là non, ça c'est figé et là c'est pas figé. Non, je crois pas que tu puisses le faire en AR. Mais les apps que j'ai essayé en AR en fait c'était difficilement lisible. Alors t'as SkyMap qui te le fait aussi, mais qui le fait sur les constellations, sur tout ça. Il fait pas sur les objets qui bougent, qui bougent très vite. Là le gros intérêt c'est que t'as la trajectoire en fait qui est dessinée là-dessus. Tu vas pouvoir le suivre très rapidement. Voilà. Faut savoir que l'ISS quand tu le vois passer, elle passe vraiment très 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 vite. C'est propre. Voilà. Alors pour les planètes, effectivement, ça bouge moins, donc ça a un peu moins d'intérêt que ce que peut avoir SkyMap où tu auras les constellations, etc. Ça c'est pas mal. Par contre pour les trucs qui bougent, Starwalk aussi. Les Starwalk, exactement, tout à fait. Voilà. Et donc les Starlink et l'ISS, cette appli est juste géniale. Voilà. Il y a un mode nuit. Il y a une version. C'est rouge. Oui, exactement. À chaque fois, ils font ça. T'as un mode nuit, effectivement, ou quand tu le vois, t'as un mode rouge comme ça qui fait que tu vois bien et ça te bousille pas les yeux, surtout parce que non, mais quand t'es vraiment dans la nuit en fait et que tu auras ton téléphone, ça c'est le mode. Ça te nique. Comment s'appelait la console de Nintendo là, tu sais oui, le VR 3D là, le Virtual Boy. Le Virtual Boy, purée, mais j'arrivais pas à le dire. Merci. La compression est dégueulasse, tu vois, c'est là que je vois que le rendu en fait sur l'écran il est nickel propre et que le oui, cast parce qu'en fait oui, parce que le cast on a dû le limiter en hauteur, enfin en résolution. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc il y a une version gratuite, une version payante. La version payante vous apporte notamment des éléments en plus que tu vas pouvoir suivre. Yes. Les Starlink, je crois que notamment ils sont payants. Certaines notifs, t'as des pubs en moins. Le mode nuit, je crois qu'il est aussi sur payant. Voilà. Donc moi j'investis parce que franchement, au début j'étais parti sur la version gratuite. Ça suffit pour faire le job et je me suis dit franchement c'est hyper utile, c'est vachement bien fait. Donc pour soutenir le dev derrière, t'as dit allez, on investit. Allez banco, voilà. T'as des trucs intéressants, t'as le lien vers les Wikipédia, tout ça si tu veux avoir des infos, etc. Qu'est-ce que c'est que la Lune, tu vois? Il y avait un calendrier, reviens. En haut, c'est pour l'ajouter, c'est ça, ajouter une alerte? Ouais. Ok, top. Du coup, tu le mets dans ton agenda. Dans ton agenda et voilà, vous avez tous vu mon agenda, c'est parfait. Non, on n'a rien vu du tout. Ok, parfait. Parfait. Et d'ailleurs, Starlink, je sais pas si vous vous souvenez, le fil rouge, je les avais contactés pour pouvoir visiter la base Starlink à Villeneuve-d'Ornon, à côté de chez moi. C'est vrai. Eh ben, j'ai eu la réponse. Non. C'est non. Voilà. La réponse est non, vous comprenez, il y a des choses ultra confidentielles, c'est un nœud réseau, c'est extrêmement sécurisé. Pour le moment, on n'autorise pas les visites, etc. Donc c'est non. En plus, ils ont aussi un autre problème. Pour le moment. C'est que il y a énormément de gens, j'allais dire d'allumés, mais non. De gens, en fait, tu sais, qui ont dégradé dans certaines de leurs bases Starlink sous prétexte que ça contrôle les foules ou je ne sais quoi. En fait, c'est comme pour la 5G, quoi. Bien sûr. Donc, du coup, ils ont dit, malheureusement, on n'autorise pas les visites au public parce qu'on a peur que des gens en profitent pour rentrer, en gros, et dégrader le matériel, etc. Voilà. En gros, ils ont quelques ennemis, hein.
Ils ont peur. Ils ont peur. C'est où à Villeneuve? C'est en face du golf vers Rive d'Arcin. Voilà. T'as même le live stream du survol de l'ISS. Donc la vue de la caméra sur la Terre. C'est nuageux. Fourni par IBM. Voilà. Bon, ça, c'est un stream récupéré du site l'ISS sur la NASA. Donc tu peux l'avoir aussi, mais tout est embarqué dedans. C'est vraiment génial. Et par contre, on voit toujours les dômes Starlink et tout, là. C'est à chaque fois que je passe devant. Je suis pas encore passé cette semaine. Je passe tous les matins devant, en fait. Chaque fois, je me dis quand même, c'est chiant qu'on puisse pas le faire. Bref, c'est la fin de cet incroyable et magnifique beat numéro 174. Quel magnifique beat. Sur les résales inversés. C'est ça. Cédric Deluca, Chris Kamikaze. Ça, c'est moi. Hop, je suis là. Voilà. Plus d'infos sur tout ce qu'on fait, parce que je vois qu'il y a eu des follow, par exemple, Shin Redson qui Merci est à toi. Ou Os qui a débarqué et qui dit mais où est-ce que j'ai débarqué? Eh bien, studiorenegade.fr, tu peux aller voir toutes les émissions qu'on fait, etc., les streams, tout ça. Tu as toutes les infos là-dessus. Et si ça t'a plu, ou si ça vous a plu, plusieurs solutions. Bon, d'abord le Twitch Prime, les subs, etc. Vous connaissez sur Twitch, puisque vous êtes en train de regarder sur Twitch. Évidemment, je dis ça, et les mecs, ils nous regardent sur YouTube. Tu sais. Mais dans ce cas-là, pas de souci, on a une solution pour toi aussi. Tipeee.com/STDRenegade, si tu n'es pas un Twitcher averti. Donc, Tipeee.com/STDRenegade, et tu peux nous soutenir sur le Tipeee. Lâcher un petit café par mois, tout va bien. Comme ça nous paye le café, et puis non, ça nous paye le studio. Ça vous coûte pas grand chose, mais ça nous permet de continuer ces émissions. Voilà. Et ça vous permet aussi de rejoindre notre magnifique commu sur oui, Discord. C'est vrai. Alors, pas pour 1 €, mais pour un peu plus. Pour un petit peu plus. Pour un café par semaine. Voilà. Oui. Mais oui, effectivement. C'est quoi un café par semaine? Vous pouvez rejoindre du coup le Discord et continuer les discussions, etc. Interagir avec la commu, comme on dit chez les jeunes. Bah c'est tout. Merci. Je crois qu'on a fait le tour pour cette émission. Et on vous donne rendez-vous exceptionnellement la semaine prochaine, non pas mercredi, mais mardi. Yes. Il y a un truc qui s'appelle, je crois, la rentrée des classes. Scolaire, ouais. Truc comme ça. Du coup, ce sera exceptionnellement mardi et je serai accompagné de Bertrand, cette fois, qui s'y colle. Et voilà, il a pas mal de tests et de trucs à faire aussi dans l'émission. Donc voilà, ce sera mardi, normalement, à la même heure. Sur ce, passez une bonne soirée et puis à très vite. J'ai rien oublié? Non, parfait. Ciao, ciao. Ciao, ciao.